Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler d'amour et de sexualité. À ce titre, nous avons invité Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne. Elle exerce en polyclinique au Square Edmond Mactenz, plus précisément à Molenbeek. Elle est aussi conférencière, elle sensibilise sans tabou à l'épanouissement du couple dans la sexualité. Bienvenue Zina, merci d'être avec nous. Merci Virginie. Nous avons également Madame Ticherafi Zaya. Elle est médiatrice familiale et interculturelle. Elle travaille chez Bruxelles Accueil et à l'espace santé famille. Bonjour Zaya. Bonjour Virginie. Nous avons également invité Monsieur Erwin Van Uffel. Je ne sais pas si je dois encore vous le présenter, parce que Erwin vient souvent nous rendre visite. Il est biologiste, assistant social, spécialisé en psychologie clinique. Il exerce actuellement aussi à l'espace santé famille. Il vient nous éclairer sur les aspects psychobiologiques de l'amour. Bienvenue dans notre émission. Merci et bonjour. Bonjour. L'émission est réalisée en collaboration avec l'espace santé famille, situé chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse. Vous pourrez trouver tous nos podcasts sur la chaîne YouTube de la SBL. Vous êtes en direct, chers auditeurs, sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'espace santé famille ou de l'émission Santé pour tous. Alors, de tout temps, l'amour questionne, inspire les plus grands poètes et écrivains, mais aussi les scénaristes et les médias qui nous vendent de l'amour, du romantisme, mais aussi de la sexualité comme il n'en existe pas. Ces visions de l'amour, de la sexualité que nous côtoyons au quotidien et de plus en plus au travers des réseaux sociaux, nous avons voulu aujourd'hui y réfléchir avec vous et avec nos invités. Donc, je vais commencer par Monsieur Van Uffel. Déjà, c'est quoi l'amour et qu'est-ce que vient faire un psychologue ou un médecin ou une sexologue à la limite un peu sexologue, mais c'est quoi l'amour et en quoi tous ces professionnels peuvent venir parler de l'amour légitimement? Eh bien, l'amour, c'est quelque chose de très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur ça. On peut dire que c'est biologique, c'est psychologique, c'est social, mais il y a encore beaucoup d'autres aspects qui sont là. Et donc, quand on parle de l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, et moi je ne veux pas vraiment définir ce que c'est. C'est quelque chose qui est métaphysique aussi. Donc, la philosophie joue là-dedans aussi. Et moi, j'aime bien qu'il y a encore un peu de mystère, même si moi je suis scientifique, mais le mystère, ça reste un peu là. Maintenant, qu'est-ce qu'un psychologue vient faire? L'amour, c'est pas quelque chose de facile. Et donc, pour réaliser l'amour, on doit travailler. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Les gens pensent en général, quand ils disent l'amour, c'est l'amour entre deux personnes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres aspects d'amour. Donc, ça peut être un amour pour l'humanité, ça peut être l'amour d'une maman vers ses enfants. Donc, il y a beaucoup de formes d'amour. Ici, maintenant, on parle de l'amour romantique, donc dans un couple. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose où on peut dire l'aspect psychologique est très important. Et donc, la psychologie va jouer un rôle très important à voir comment les gens vivent l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose c'est très humain, mais c'est aussi quelque chose qui est donné par nos parents. Nos parents nous apprennent à aimer. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? La première relation qu'on voit, la première relation romantique, c'est la relation entre les parents. Et donc, quand on grandit, c'est ça notre exemple. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens, ils ont l'amour devant lui, mais ce n'est pas toujours un amour qui est sain. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples et donc il y a des parents qui ont beaucoup de problèmes. Donc on connaît peut-être tous les exemples des couples où l'homme est violent, où l'homme va tromper, où il y a des problèmes de drogue ou d'alcool. Donc quand un enfant grandit avec cette image de l'amour qui est un peu cassée, l'enfant peut porter ça avec lui pendant toute sa vie. Et donc, un psychologue, il va intervenir là parce que c'est quelque chose l'enfant n'a pas eu le bon exemple avec l'amour et donc l'enfant ne sait pas comment développer de l'amour. Mais l'enfant devient grand, l'enfant devient adulte et donc on voit que souvent, des gens qui ont été éduqués dans un couple où il n'y a pas de l'amour, où l'amour est un peu
de l'amour blessé, on va voir que l'enfant et la personne adulte ne va pas développer une relation avec l'amour qui est très saine. Et donc, souvent, les gens vont répéter les erreurs des parents. L'amour, c'est aussi se sentir protégé avec quelqu'un. Et donc, si l'enfant n'a pas reçu ça, si l'enfant n'a pas été protégé par les parents parce que le parent était agressif ou il y avait des problèmes de drogue, le parent ne faisait pas attention à l'enfant. Donc là, on voit que l'enfant va développer des problèmes et l'adulte aussi. Et donc, c'est là que le psychologue doit intervenir pour un peu réparer l'image qu'a la personne de l'amour. Et donc, les spécialistes interviennent quand il y a des choses difficiles en amour, oui. Si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord, ok. Mais vous avez aussi posé la question du médecin. Oui. Et donc, là, l'amour, c'est aussi quelque chose de biologique. Oui. Donc, je vais parler encore un peu de la biologie. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parce que quand on parle de l'amour psychologique, oui, ça, en général, les gens, ils comprennent. Mais c'est aussi quelque chose de médical. Parce qu'il y a tout un système hormonal qui est en nous. Et ça joue. Et ça a une grande influence sur l'amour. Et donc, si notre système biologique ne fonctionne pas très bien, ça aura aussi une influence sur l'amour. Et c'est là qu'intervient alors le médecin. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, ça a l'air pas si facile, pas si simple que ça, l'amour, finalement. C'est vrai que moi, j'ai essayé de chercher des définitions de l'amour et on voit que l'amour ne se définit pas vraiment. Enfin, en tout cas, qu'il y a plein d'idées à différents niveaux de l'amour. Et donc, c'est pas toujours évident de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Et comme vous disiez, il y a aussi des choses, une part qu'on ne peut pas toucher. Il y a une part de transcendant plutôt, qui est difficile à connaître et à savoir de ce qui se passe. Ce que les médecins peuvent étudier, c'est peut-être tout ce qui est observable, comme le biologique. Oui. Et après, les psychologues, ils peuvent étudier ce qui est du psychologique, du comportement. Mais après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est ça. Et là, je veux garder ça comme quelque chose de métaphysique. Donc, il y a quelque chose qui passe au-delà. Au-delà de nous. Madame Hamzaoui, quelle est la fonction d'une sexologue clinicienne? Parce que c'est parfois, dès qu'on dit sexologue, c'est pas toujours évident à entendre. Je suis arrivée tout à l'heure dans la radio, j'ai embêté un peu les personnes que j'ai croisées. Je dis aujourd'hui on parle de sexe, les amis. J'ai vu qu'ils étaient tous oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien taquiner, moi. C'est vrai que le métier de sexologue reste encore un métier très peu et très mal connu. Sauf qu'en fait, si on se réfère encore au niveau biologique, on va voir que la santé sexuelle est quelque chose que l'OMS définit. Et donc, qu'on le veuille ou non, on a une santé sexuelle dont on doit prendre soin. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir de la sexualité partout comme on le voit aujourd'hui autour de nous. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui doit nous faire sentir qu'on est en vie tout simplement et reconnaître cette part de sexuel qu'il y a en chacun de nous, peu importe notre âge, peu importe qu'on soit un homme, une femme, peu importe notre niveau d'études et peu importe notre religion aussi, parce que là on a parlé un petit peu d'amour, on a parlé d'amour relationnel, mais il y a aussi l'amour du divin dont on pourrait amour spirituel qu'on pourrait développer, et on va voir que ce sentiment amoureux dans une certaine mesure il peut avoir une dimension intime et sexuelle au niveau des sensations et plus de l'ordre du physique. Et là, on va expliquer aussi les choses au niveau biologique. Et c'est là que le ou la sexologue clinicienne entre en jeu. C'est-à-dire que parfois dans une relation, au niveau des sentiments, ça peut très bien se passer, mais au niveau de la relation physique, il peut y avoir des difficultés. Et donc, en tant que sexologue, on va venir justement essayer de comprendre la motivation que chacun et chacune a, où est-ce que ça bloque, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre une harmonie au niveau de cet échange physique qui, en fait, d'une manière indirecte, va venir encore enjoliver cette relation au niveau de l'affectif. Et on va voir très très vite qu'on peut pas faire de la sexologie pure si on fait pas de la thérapie de couple, et si on n'a pas un minimum de connaissances au niveau
de la psychologie, au niveau des émotions, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est justement ce qu'aujourd'hui veulent nous faire croire les réseaux sociaux, les films, les séries, c'est que on peut tout à fait avoir une relation purement sexuelle en mettant de côté nos émotions, notre réflexion, alors qu'en fait pas du tout. Oui, et je dirais même dans l'autre sens aussi, on veut nous faire miroiter l'amour romantique avec des hommes qui vont vous dérouler le grand tapis rouge et faire le grand jeu, etc. pour vous avoir. Ou des femmes. Ou des femmes qui vont aussi faire tout pour obtenir l'attention de l'être aimé. Et c'est un peu du too much et qui est très loin de la réalité finalement. Enfin, il y en a qui vont peut-être s'en inspirer, mais je doute que ce soit comme ça au quotidien quand il faut ramasser les chaussettes et quand on a eu des enfants. Enfin, on en discutera tout au long de l'émission, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas les médias ont quand même un impact pas toujours positif sur les relations hommes-femmes à l'heure actuelle. C'est vrai que par rapport aux représentations qu'on a de la sexualité, il est évident que, encore une fois, pour revenir à ce que disait Erwin, le schéma de nos parents va nous inspirer, notre histoire personnelle, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à la télé, ce qu'on apprend dans les paroles de chansons, ce qu'on apprend dans nos lectures. Et en fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une définition de l'amour, mais il y a des définitions propres à chacun en fonction de notre passé, de notre manière de voir les choses, et il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Et c'est ça, je pense, qui est important aussi de rappeler aux auditeurs, c'est que chacun fait un petit peu à sa sauce, tant qu'on y trouve un équilibre et qu'on se sent heureux. Et c'est ce vers quoi, normalement, chaque individu aspire. Ok, merci. Zaya Ticherafi, quel est le rôle d'une médiatrice familiale ? En fait, avant de passer à comprendre c'est quoi le rôle... c'est quoi le rôle de médiateur ? On va d'abord essayer de comprendre c'est quoi la médiation. Alors, la médiation, c'est un processus. Il faut savoir que ce processus va durer généralement d'une séance à plusieurs séances, où ce médiateur qui s'appelle médiateur, qui est à la base une tierce personne, qui est toujours neutre et qui ne prend pas parti. Pourquoi on va y aller vers cette tierce personne ? C'est parce que on a vécu ce malentendu dans le couple, parce que on a vécu, on a senti que cet amour, d'ailleurs, dont nos amis sont en train de parler, il commence à se mettre en question, il commence à se douter dans le couple. C'est pour cela qu'on va aller chercher cette personne tierce pour qu'on puisse lui raconter, pour qu'on puisse lui confier et déposer ce désarroi ou ce malentendu dans le couple. Et du coup, le médiateur, la première des choses qu'il va faire, il faut savoir que la demande est volontaire. C'est pas le médiateur qui va aller chercher les couples. C'est ces couples qui sont, je peux dire, peut-être en conflit, peut-être, et vont partir vers ce médiateur. Alors, ce médiateur, il va les accueillir déjà, parce que c'est très important d'accueillir la demande. Et par la suite, il va écouter. Il faut savoir que dans le couple, s'il y a un problème, c'est parce qu'on n'entend pas l'autre. On n'est pas... il y a quelque chose qui se passe dans le couple, et l'un des deux, il se met à l'écart et il parle pas, il communique pas avec l'autre. Et du coup, c'est la tierce personne qui va essayer de rassembler les deux, ou au moins déjà inviter un des deux pour écouter l'un ou l'autre, et essayer d'inviter l'autre pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes, de leurs conflits, de leur amour. Et peut-être essayer de les aider à communiquer différemment. Il va essayer de créer un dialogue, il va essayer de comprendre ce qui ne va pas, et c'est toujours à la volonté des deux parties. Alors, le médiateur, il travaille aussi avec une déontologie. Il va dire aux parties, au couple, que
là où il se trouve, c'est un espace de parole où il y a le respect, où il y a le partage de la parole, où on ne s'insulte pas, voilà. Il va créer un espace où on peut dialoguer. Dans le respect. Par exemple, Jacques Salzer, il parle surtout de respect. Il dit, si on ne se respecte pas, on ne peut pas parler. Il faut savoir que si le couple il vient vers le médiateur, c'est qu'il y a quelque chose qui les relie encore. Et ils veulent trouver une solution à ce qui ne va pas dans leur relation. Et du coup, ce respect va mener à dire les choses, à dire ce qui ne va pas pour ne pas arriver à quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être la séparation, peut-être le divorce. Et c'est dans cet espace, le rôle de médiateur qui va donner cette chance de partage de parole. Et par après, il va aller dans le sujet, il va creuser. Parce que parfois, on vient avec des petites choses. Voilà, il ne me respecte pas, il ne me parle pas, il a changé et tout ça. Mais quand le médiateur, avec sa façon de faire, toute cette déontologie, ça joue un grand rôle, on va discuter par après. Il va creuser, on va trouver beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de sentiments aussi qui peuvent s'exprimer. Et c'est on va laisser tout émerger. Et par après, on va parler des besoins. Voilà. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous imaginez comme solution? S'il y a des solutions, c'est très bien. Pour Jacques Salzer, il dit c'est très bien si on trouve des solutions. Mais si on ne trouve pas des solutions et on veut, par exemple, dire voilà, maintenant on va divorcer, on va se séparer, c'est aussi très bien. Pourquoi? Parce que au moins, on est arrivé à quelque chose où j'ai compris ce que tu ressens. J'ai compris quels sont tes besoins. Oui. Pourquoi tu veux. Et alors, on va se séparer, mais avec une satisfaction. Ok. Voilà. Merci. Alors, chers auditeurs, on revient dans quelques instants avec nos invités qui se sont présentés. Vous voyez déjà que rien que dans la présentation, l'amour nous fait parler, nous permet de mettre du temps et des mots, mais qui sont vastes et qui prennent beaucoup de temps. Donc, j'espère qu'on aura le temps d'aborder tout ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce que justement, je vois que le temps passe. Donc, on se revoit dans quelques instants, chers auditeurs. Restez avec nous dans Santé pour tous. Nous parlons d'amour et de sexualité. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Santé pour tous. Donc notre émission aujourd'hui est consacrée à l'amour et la sexualité. Et nous sommes avec une sexologue clinicienne, quelqu'un qui est spécialisé en psychologie clinique et une médiatrice familiale. Ils se sont tous présentés avant la pause et nous ont expliqué un petit peu, en quelques mots, qu'est-ce que c'était que l'amour et en quoi consistait leur travail. On a vu que c'était quand même pas si évident que ça déjà de premier abord. Je vais revenir vers Monsieur Van Uffel, mais peut-être déjà nous dire d'un point de vue biologique, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on aime une personne? C'est aussi une question très difficile parce que qu'est-ce qu'on ressent, pour tout le monde, c'est différent. Ouais. Donc, mais en général, on peut dire que si on est amoureux et si on prend l'amour romantique idéalisé, on va sentir beaucoup dans le corps et ce sont les hormones qui sont actives. Et donc, il y a beaucoup d'hormones qui sont activées. Mais en général, biologiquement, on va se sentir bien. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, dans l'immunité. Donc, notre corps se sent bien, littéralement, et le corps va produire aussi des choses pour se défendre contre des maladies et tout ça. C'est un mécanisme biologique génétiquement évolué. Et donc, on peut voir que ça existe. Donc, il y a une réaction dans le corps entier. Mais comme je dis, c'est différent pour tout le monde. Et donc, il y a des gens qui croient en l'amour folle, on peut dire. L'amour qui mange tout. Et il y a des gens qui ont l'amour un peu rationnel. Et donc, pour cette deuxième catégorie, il y aura moins d'effets biologiques. L'avantage est qu'ils savent mieux gestionner leurs émotions.
Donc, mais c'est différent pour chaque personne. D'accord, donc en fonction, enfin, on va sécréter donc des hormones quand on aime, et celles-ci vont avoir un impact sur notre manière de faire, de vivre l'amour. C'est ça. Oui. Ok. Oui. D'accord. Ok. C'est comme un peu aussi quand on voit des fois des jeunes amoureux, on dit ça se voit sur leur visage, Oui. Ils pétillent, ils ont du peps, ils sourient, ils rigolent pour rien. Là maintenant c'est bon, propose-lui ce que tu veux. Elle va tellement bien qu'elle est disponible pour changer d'air, etc. C'est-à-dire, on le voit même dans le non-verbal. Après ça va dépendre de chaque personne. Si justement les personnes se laissent envahir par leurs émotions, ou si au contraire elles les canalisent beaucoup trop, l'un ou l'autre n'est pas meilleur en soi, c'est-à-dire chacun va vivre son amour différemment, et on va voir aussi qu'on va exprimer notre amour si c'est différemment, si c'est l'amour au sein d'un couple, l'amour pendant la grossesse, l'amour après l'accouchement, l'amour après un deuil, etc. Ce sont des choses qui évoluent. Il n'y a pas une manière d'aimer, et même au sein d'une même personne, cette façon d'aimer, elle va évoluer en fonction des années de vie, et c'est ça qui est super beau en fait, parce que on a souvent tendance à dire oui, de toute façon les jeunes, ils sont pas amoureux, tu sais pas ce que c'est que l'amour, quand tu grandiras, tu comprendras. Et dire ça à une jeune personne, c'est aussi la frustrer, et ne pas, c'est comme si c'était nier ses émotions, et ça peut être très perturbant en fait. Et c'est l'erreur que beaucoup de parents font, c'est non, y a pas de ça chez nous, ou c'est pas maintenant, tu dois d'abord faire tes études, comme si on ne pouvait pas avoir ces petits papillons dans le ventre, et ces petits, ou peut-être aussi oser mettre des mots dessus, finalement discuter. Et c'est souvent ce qui manque dans beaucoup de familles, c'est prendre le temps de se poser, de discuter et d'être clair avec ça, sans tabou. Et on rappelle encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent en général, c'est de dire que tant qu'en tant que parent on n'est pas à l'aise avec le sujet, on va pas être à l'aise pour parler de ces questions d'amour avec les jeunes. Et qu'on le veuille ou non, c'est dans l'enfance et l'adolescence qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent, et si elles font défaut, si elles manquent à ces périodes-là de la vie, on va avoir une génération d'adultes fragilisés, d'adultes qui ne savent pas reconnaître leurs émotions, d'adultes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui en fait. Ah d'ailleurs le taux de divorce il explose chez nous maintenant. Donc il explose un peu chez tout le monde, mais on va voir que justement peu importe les limites qu'on se fixe, et même si on se dit on veut surtout pas divorcer, le divorce n'est pas mauvais en soi en fait, c'est ce qui va impliquer, et c'est ce qui va amener au divorce, qui parfois peut être mauvais. Et c'est-à-dire que finalement les gens se mettent en couple sans savoir ce qu'ils attendent du couple, sans savoir ce que c'est qu'aimer, comment est-ce qu'ils ont envie d'être aimés, comment ils ont envie d'aimer. Et c'est vraiment toutes ces questions, je pense, qui sont intéressantes de développer, peu importe notre âge. Et on peut même remonter jusqu'à in utero, un enfant, par exemple, qui n'a pas été désiré. Si on lui fait ressentir ça, ça va s'inscrire en lui, et ça va avoir des conséquences jusqu'au moment où il sera adulte. Et on n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas, et il y a encore dans beaucoup de familles où des adultes disent oui, voilà, je sais que j'ai pas été désiré, ou je sais que j'étais un petit peu le bébé surprise entre guillemets, et ça crée un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, qui va être révélateur et qui va s'exprimer dans à chaque moment où la notion d'amour va voir le jour. Et c'est ça, je pense que c'est sur ça qu'on doit aussi mettre l'accent aujourd'hui, avant même de parler de sexualité, avant même de parler de relations physiques, etc. Il y a tout un travail en amont qu'on doit vraiment prendre le temps on va dire de creuser, sur lequel on doit réfléchir, etc. Parce que s'il n'y a pas ces bases-là, on est un peu dans comme du fast-food en fait. On veut parler de relations en parlant directement de sexualité, mais il y a tout un truc avant qui est manquant et qui va pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, amour égale sexe. Et d'ailleurs, moi, je me demandais, je me tourne quand même vers vous, je reste là, mais est-ce que amour égale sexe, quoi? Je veux dire. Ça, on peut demander aux auditeurs d'envoyer un petit message s'ils pensent que c'est ok ou pas. Parfois oui, parfois non. Il y a des gens qui aiment et qui sont réellement amoureux, mais qui n'ont pas du tout envie de sexualité. Et c'est pas forcément mauvais en soi. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui culpabilisent du fait qu'ils n'aient pas envie de sexualité, parce que la société nous dit s'il n'y a pas de sexualité, c'est problématique. Et c'est vraiment un peu aussi le revers de la médaille actuelle, c'est-à-dire il y a tellement eu des tabous pendant très longtemps, même dans le monde scientifique. Faut pas forcément aller dans certaines régions du monde ou dans certaines religions en se disant chez eux c'est tabou, pas du tout. Même dans le monde médical,
occidentale classique, il y a des tabous par rapport à la sexualité et du coup, il y a des gens qui se disent mince, si j'ai pas envie de sexe, clairement, je suis anormal. Alors que pas du tout. Il y a des gens qui peuvent être magnifiquement bien amoureux, mais qui n'ont pas envie de sexualité. Et c'est pas un mal en soi. Tant que la personne se sent bien et que la personne avec laquelle elle se sent bien, c'est bon, ça leur convient. C'est comme par exemple, les gens souvent en consultation demandent est-ce que c'est normal, on a des rapports que après X semaines. Je dis, si dans votre couple ça vous convient, c'est ok. Il y a pas de normes en soi à suivre. Il y a pas de, il faut faire ça de telle manière ou il faut faire ça X fois. Pas du tout. C'est vrai que c'est compliqué parce que les médias, la société nous dit voilà, le sexe c'est ça, et pour être un vrai couple, il faut avoir du sexe autant de fois par jour ou par semaine ou autre. Et donc du coup, on vous bombarde d'images sexuelles à longueur de journée, et c'est parfois difficile de faire la part des choses entre l'amour réel entre deux personnes qui sont finalement bien dans leur couple et épanouies dans leur sexualité, qui vont peut-être, je sais pas moi, faire l'amour une fois par semaine ou quelque chose comme ça, et des couples qui vont peut-être se dire mais notre couple n'est pas normal parce que j'ai vu que ma copine elle m'a dit que elle était jeune mariée, qu'elle faisait l'amour tous les jours, ou dans les médias on voit dans les films d'amour ou autres que voilà, les gens s'aiment beaucoup et font souvent l'amour. Et puis il y a aussi ceux qui pour qui le sexe égale amour, c'est-à-dire que on ne montre son amour que dans la sexualité. Tout à fait. Et là, en fait, on va voir qu'il y a une bonne différence à faire entre le désir affectif et le désir sexuel, qui parfois, il y a un proverbe qui dit les femmes ont besoin d'aimer pour faire l'amour, alors que les hommes ont besoin de faire l'amour pour aimer. Et ça, c'est un truc encore très qui met les gens dans certaines cases et qui va empêcher certaines femmes d'exprimer leur désir sexuel, parce qu'elles vont se dire non, si je suis une femme et que je veux être une bonne épouse, une bonne mère, etc., je dois être beaucoup plus dans l'affectif, et donc elles vont venir éteindre ce désir sexuel. Et au contraire, il y a des hommes qui vont se dire non, j'ai peut-être besoin juste que ma femme me prenne dans les bras, j'ai juste besoin qu'elle me dise je t'aime, mais pour être un réel homme au sens viril du terme, il faut que je lui montre que j'ai des envies, j'ai des pulsions, et c'est ça qui va venir me réconforter dans mon rôle masculin. Et là, en fait, il y a une réelle confusion qui s'opère, et d'où l'importance en couple de discuter. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, tout simplement. De discuter de nos besoins respectifs, et donc ça rejoint un peu ce que Madame Ticherafi disait. Et donc du coup, Madame Ticherafi, vous êtes amenée à gérer des conflits. Est-ce que qui dit conflit, est-ce que dit qu'il n'y a plus d'amour ? Moi, je trouve pas que ça c'est la vérité, parce que les gens, quand ils viennent chez nous en médiation familiale, déjà, s'ils viennent, le fait de venir, c'est déjà la preuve. Le fait qu'ils viennent, c'est déjà, c'est une, je dirais, c'est une façon, c'est un geste, c'est une demande de secours pour sauver leur amour. Alors, dans tous les couples, je crois pas qu'on vit que l'amour. Il y a des choses qui changent. Il y a, je dirais, on vit ensemble, puis il y a la grossesse peut-être, il y a l'accouchement, il y a les enfants par après, il y a le travail, il y a la fatigue, il y a tout ça. Tout ça, ça va créer des petits malentendus dans le couple, et ça fait quand même quelque chose qui va changer un peu la façon de faire dans le couple. Et du coup, pour moi, en tant que médiatrice, et tous les médiateurs vont le dire, si ce couple vient vers nous pour demander, généralement ils viennent pour demander de l'aide ou de solutions, c'est que ils veulent rétablir ce malentendu. Je l'appelle pas conflit, parce que quand ça arrive à un conflit, il y a beaucoup de travail à faire. Mais quand même, quand ils demandent de secours, à ce moment-là, on va essayer, comme on fait d'habitude, essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayer d'écouter le couple. Il va certainement parler de leur amour. Ils vont revenir dans cette relation. Ils vont tout le temps parler de la relation. Ils vont tout le temps
demander de la solution aussi. Ils vont chercher, parfois ils vont chercher même ensemble, parce que le médiateur, dans la médiation transformative, on va les laisser parler ensemble. On va les écouter, chacun de son côté, puis après ils vont échanger, on va les voir en train d'échanger, au début ils vont faire des reproches l'un à l'autre, et tout le temps autour de cet amour qui ont construit. Et pour eux, c'est pas normal qu'il y ait un conflit. Pour eux, c'est pas normal qu'il y ait ce changement. Mais à force de parler, à force d'échanger, ils vont constater que il y a ce conflit. Et pourquoi il y a ce conflit? Et à l'aide de médiateurs, toujours, ils vont trouver, quand ils vont s'exprimer au début, ils vont s'exprimer leur ressenti. Puis après, on va s'approfondir dans les sentiments et dans les besoins. Ils vont comprendre que ils n'arrivent pas, quand ils sont ensemble, à exprimer ce besoin. Parce que il y a l'orgueil, il y a l'amour aussi, hein. Je l'aime, mais je peux pas lui dire, j'ai peur et tout ça. Et du coup, en s'exprimant les besoins, ils vont constater que chacun est différent de l'autre, et cette différence qui va les lier toujours et qui va garder cet amour entre les deux. Et là, je sais pas, généralement, ils arrivent à s'exprimer leurs besoins et trouver eux-mêmes les solutions à leurs besoins. La complexité, du coup, c'est vrai que c'est le fait d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Hein. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous pousse de plus en plus à être centré sur nos besoins à nous, notre bien-être à nous, sans peut-être être à l'écoute des besoins de l'autre. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'aime plus l'autre. C'est peut-être ça aussi que vous essayez de dire. Exactement. Il y a un psychologue qui s'appelle Charles Rosenberg, je crois, qui dit « On ne sait pas exprimer nos besoins. On ne sait pas dire... allez, le couple, tout le temps, il chamaille à la maison, mais il ne sait pas dire « Ah, je ressens telle chose, par exemple. » Ou, par exemple, « J'ai besoin de telle chose. » On ne le dit pas. Et on ne sait pas le dire. Et on croit que l'autre, il ne nous aime pas, il ne nous écoute pas, il ne parle pas. Mais la façon de dire les choses, ça crée parfois des malentendus. Et ça crée des conflits, parfois, aussi, dans le couple. Oui, alors qu'en réalité, c'est juste apprendre à exprimer son besoin. Et le médiateur est là pour ça aussi, pour aider à exprimer le besoin que l'on peut avoir envers l'autre. Écoutez, le médiateur, ils utilisent une déontologie qui le suit dans tout le processus de la médiation. Il va essayer de faire apprendre à un couple, aux parties qui sont en conflit, qu'on va essayer d'écouter l'autre. Et parfois, il va dire, vous l'écoutez, et quand il termine, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez entendu? C'est comme un jeu d'enfant, mais c'est très important. Pourquoi? Ça va entraîner l'autre à écouter le besoin de l'autre. Et généralement, dans le couple, on croit que c'est que mon mari, je sais pas, les besoins de mon mari sont les mêmes que moi. Les ressentis de mon mari sont les mêmes, parce qu'on est ensemble, on vient ensemble, on partage tout ensemble. Mais que non, chacun a ses ressentis, sa façon d'exprimer ses ressentis, chacun a sa façon d'exprimer ses besoins. Et dans le couple, on devait respecter la façon de faire de l'autre. Parce que n'oubliez pas, dans le couple, on se découvre tout le temps. C'est ça. Je reviens vers notre psychologue. Du coup, est-ce qu'on peut déterminer notre degré d'amour uniquement par les hormones? Et alors, quelles sont ces fameuses hormones? Est-ce qu'il y a une différence avec les phéromones? C'est une question très complexe. Ça risque de créer des problèmes, parce que là, sinon, on va se dire, tu vas faire une petite prise de sang, je veux voir à quel degré tu m'aimes. Ouais, voilà. C'est pas moi, c'est les assistants qui ont fait cette question. Je me cache derrière. Donc, non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut savoir le degré d'amour via les hormones? Non. Je ne vais pas dire que les hormones, c'est tout. Hein. Donc, c'est une partie très importante. Et les hormones jouent un rôle, je peux dire, assez important, mais ce n'est pas tout. Donc, il y a beaucoup plus que les hormones.
Et peut-être là, on peut dire que l'être humain est beaucoup différent des animaux, que nous sommes aussi déterminés par des autres procès et surtout des procès qu'on appelle cognitifs, donc dans le cerveau et dans notre raisonnement. Donc, par exemple, il y a aussi l'amour platonique, c'est un amour qui est philosophique, qui n'a rien à voir avec la réalité. L'amour platonique, je suppose que ça n'existe pas chez les animaux. On ne sait jamais, mais... on ne sait pas, on ne sait pas s'ils se parlent. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas sur les animaux. Mais il y a peu d'indications. Disons que ça existe chez les animaux. C'est métaphysique, ça nous échappe. C'est ça. Voilà. Et donc... Mais du coup, c'est quoi ces hormones? Ou peut-être, je me dis, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite pause, et puis après, vous allez nous donner le nom de ces fameuses hormones qui sont à l'intérieur de nous, et qui viennent nous stimuler au niveau de l'amour. Ça vous dérange pas? Va. On peut faire ça? Pas de problème, oui, Okay. certainement. Donc, chers auditeurs, je vous dis à tout de suite. On va parler hormones avec Erwin Van Uffel. À tout de suite. Vous êtes dans votre émission Santé pour tous. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, on parle amour et sexualité avec nos spécialistes. Justement, nous étions avec notre spécialiste en psychologie clinique. Il nous parlait des hormones qui étaient dans notre corps lorsque l'on était amoureux ou lorsqu'on aime quelqu'un. On sécrète certaines hormones. Alors, on voulait savoir lesquelles. Eh bien, il y en a plusieurs, mais je vais peut-être parler de l'hormone la plus importante. Ça s'appelle ocytocine. C'est un hormone qui passe aussi par le nez. Et il faut maintenant, de nos jours, il faut faire avec le masque. Oui, c'est ça, le masque. Ça bloque un peu aussi l'ocytocine. Donc, mince alors. Je l'ai enlevé. Donc, pour l'amour, mais du coup, on sent le barbecue qui est à côté là, parce qu'on a les fenêtres ouvertes. C'est ça. Mais donc, il y a l'ocytocine, et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que ça fait? Ça va créer des liens. Et donc, ça va créer des liens entre les amoureux, mais ça va créer aussi des liens entre des membres de famille. Il y a une grande production de l'ocytocine pendant l'accouchement. Et donc, là, on voit que c'est un hormone qui est très important à former des liens. L'accouchement, c'est quelque chose de très intime. Et donc, on voit que ça joue un rôle très important dans l'instinct maternel. Et donc, l'ocytocine, chez la femme, ça va favoriser la protection des enfants. Donc, c'est quelque chose qui est biologiquement très important. Qu'est-ce que ça fait encore? Ça facilite aussi les relations sociales. Si on produit beaucoup d'hormones, on a plus de facilité à avoir des relations sociales. Et là, il faut bien penser, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est autiste. Les autistes, ils ont des problèmes avec les relations sociales. Et donc là, ils ont trouvé qu'il y a un lien aussi avec l'ocytocine. Qu'est-ce que ça fait encore? Ça joue aussi beaucoup dans la fidélité et la solidité du couple. Et donc, c'est quelque chose qui joue sur beaucoup. Et ça existe en injection, ces trucs-là? Parce que moi, du coup, si je peux avoir un mari fidèle, je veux bien lui injecter un petit peu d'ocytocine, là, ça me ferait plaisir. Oui. Mais ça existe les scientifiques l'utilisent en spray. En spray? Oui. C'est vrai, ça se voit. On va diffuser ça dans les pièces. On va faire de la pub, là, t'en mets sur les murs, les coussins. Mais ça a beaucoup de fonctions. Donc mais il faut faire attention. Faire attention, parce que ça peut être à double tranchant. C'est vrai. Parce que maintenant, vous avez parlé aussi des phéromones. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça, c'est plutôt, je veux dire que c'est pas actif parce qu'on est encore en train de faire des recherches, mais c'est plutôt une mythe. Ah ouais, c'est vrai, parce que moi, j'avais vu qu'ils mettaient ça dans les parfums aussi. C'est ça, oui, mais ça, c'est plutôt commercial qu'effectif. C'est vrai? Oui. Il y a des scientifiques qui disent il n'y a aucun effet, il y a des scientifiques qui disent oui, il y a un effet, mais en réalité, il y a très peu de preuves qu'il y a des effets de phéromones qu'on met dans les parfums. Donc ça, c'est
Ça, c'est pas quelque Ça chose. marchera pas, ça. Non. Il faut plus que ça. C'est ça. Heureusement. Moi, je dis souvent à mes patients qui, par exemple, ne dorment plus ensemble depuis longtemps, je leur dis, mais en fait, quand vous faites ça, il y a plus de le toucher. Enfin, le toucher, c'est aussi quelque chose qui amène à sécréter l'ocytocine. C'est ça. Et enfin, j'avais lu ça et je leur dis, mais c'est fou, quand vous dormez plus ensemble, vous allez plus sécréter cette hormone et vous allez vous éloigner l'un de l'autre, en fait. Oui, c'est ça. C'est très important parce que la touche, c'est quelque chose qui est très important dans nos contacts sociaux. Ouais, le toucher, oui, désolé. C'est magnifique les néerlandophones, hein, on s'exprime. Quand on parlera aussi bien néerlandais que lui parle français. On sera content. Mais c'est vrai que l'ocytocine, elle est aussi sécrétée même dans les câlins parents-enfants. Oui. Entre enfants aussi, en fait, c'est une hormone qui est sécrétée même quand on voit nos amis, qu'on se prend dans les bras, on sécrète aussi de l'ocytocine. Et on voit aussi que, justement, pour faire un peu le parallèle avec ce que vous disiez, Erwin, c'est que les gens qui sont bien, qui sont heureux, qui ont leur dose d'amour, ils ont le contact plus facile. Quand on ne va pas bien, quand on est en manque d'amour de soi, d'amour des autres, etc., on a tendance à s'isoler. Oui. Donc, on peut facilement comprendre l'importance d'avoir ces doses d'ocytocine au quotidien et de pas hésiter à demander des câlins. Et là, alors, ça va être difficile et ça va rejoindre un peu la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser si je lui dis que j'ai envie qu'elle me prenne dans les bras, qu'il me prenne dans les bras, qu'est-ce que ça va faire? Ou des fois, il y a des personnes qui ont cet élan de vouloir aller vers l'autre, mais qui se retiennent parce que dans les protocoles familiaux, ça ne se fait pas, parce qu'il faut pas montrer, parce que si tu fais un câlin, ça veut dire que il y aura probablement plus après. Et du coup les gens vont se retenir ou parce que non, j'ai envie d'un câlin mais il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, donc elle ne mérite pas ce câlin, donc je me retiens. Et en fait ça ne fait qu'accentuer les problèmes qu'il y a entre les conjoints, alors que le câlin est un très bon désamorceur de conflits. Vraiment. Et c'est un bon antidépresseur aussi, hein, parce que quand on sécrète ces fameuses hormones-là, il y a du soulagement aussi dans le cerveau. Et moi, en tout cas, ce que je peux constater, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'Espace Santé Famille, on aide beaucoup les célibataires et les personnes seules, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que justement, les personnes isolées qui n'avaient pas ces câlins, qui n'avaient pas de contact et de réseau autour d'elles, eh bien, elles développaient plus facilement, en tout cas, de l'anxiété et de la dépression. Oui, et donc, du coup, la santé mentale, ça passe aussi par la lutte contre l'isolement, contre la solitude, contre le célibat aussi, pour moi. C'est quelque chose qui peut impacter aussi tout ce qui est santé mentale, quoi. Tout à fait. Le célibat, aujourd'hui, est un réel problème de société. Et on rencontre de nombreux célibataires, trentenaires, quarantenaires qui disent « je recherche pas de relations charnelles, en fait, je recherche une présence, je recherche de l'affection, je recherche du contact, juste être pris dans les bras ou être prise dans les bras pour sentir que quelqu'un a envie de poser sa tête sur mon épaule. » Et parfois il y a des gens qui disent « ouais, c'est ça, je suis sûre que tu cherches plus », mais non, en fait c'est réel, c'est ce besoin de contact et de toucher qui rassure et qui fait qu'on se sente mieux. Parfois on le voit bien, même on va dire dans les couples qui vont bien, quand on rentre chez soi, on dit voilà, juste fais-moi un câlin, ça me fait du bien et j'avais juste envie de ça, en fait. Et juste ce petit ça a des effets juste fantastiques, parce que physiologiquement il y a une sécrétion d'hormones qui fait qu'on se sente mieux. Et c'est vrai qu'il y a aussi plein de choses culturelles aussi, par exemple se donner la main dans la rue, il y en a, ils vont vous dire ça se fait pas parce qu'il faut pas susciter l'envie chez les autres, ou enfin moi il y a plein de choses que j'ai découvert un peu comme ça, qui de traditions qui ne se faisaient pas, et même afficher devant ses enfants, par exemple faire un petit bisou ou prendre dans les bras, mais là c'est catastrophique, tu peux pas montrer à tes enfants que tu fais un petit bisou. Je parle pas du gros baiser langoureux, etc., mais je parle vraiment du petit bisou. Il y en a, ils disent non, ça se fait pas, faut pas montrer, alors qu'on sait maintenant qu'un enfant, lui aussi un jour il va être en couple, et lui aussi il a besoin de voir qu'on peut s'aimer, qu'on peut se montrer qu'on s'aime aussi. Et c'est une sécurité aussi pour lui, de voir que ses parents vont bien et sont amoureux. Il se dit ok, je grandis dans un univers où il y a de l'amour, où il y a de la bienveillance, où on porte de l'attention aux besoins de l'autre, où on fait attention à l'autre, et ça sécurise l'enfant. Et ça aussi lui donne ça veut dire que mes parents s'aiment, et c'est-à-dire que moi aussi, peut-être que plus tard j'ai envie aussi d'être aimée de cette manière, et là ça construit un modèle on va dire qui met l'enfant dans une certaine sécurité émotionnelle.
Oui, et du coup, par rapport aux représentations, tout à l'heure vous en parliez, mais quelles sont les fausses croyances ou les représentations qu'on peut se faire autour de la sexualité ? Il y en a beaucoup. C'est vrai ? Il y en a beaucoup. Ça peut être, s'il n'y a pas de désir sexuel, alors c'est que tu ne m'aimes pas. Ah oui ? Alors que non, on peut très bien vivre uniquement avec du sentiment amoureux sans forcément de sexualité. Ça peut en choquer certains et certaines, mais oui, ça existe. Où, chacun a sa manière de vouloir être aimé, chacun a sa manière de vouloir être intime dans une relation sexuelle. Et du coup, là, il y a autant de réponses qu'il y a d'individus. Hein. C'est ça, donc en fonction de toute son expérience de vie, il peut y avoir plein de représentations différentes de la sexualité. Et ces représentations, elles évoluent au fil des années, au fil des événements de vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grossesse, de la naissance, d'un deuil, de la perte d'un travail, la perte d'un parent, un déménagement, par exemple une situation sanitaire comme actuellement pleine d'anxiété, ça peut changer aussi, ça peut diminuer le désir sexuel, et des choses peuvent être aimées, par exemple au début d'une relation et pas du tout quelques années plus tard, d'où l'importance d'instaurer un moment de discussion au sein du couple pour dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, parce que les choses changent et elles ne sont pas figées, et c'est l'erreur que beaucoup de couples font. Madame Sicherafi, est-ce que la sexualité est un sujet de conflit dans les couples ? Je peux dire oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que c'est par rapport à la culture aussi. Le sujet de la sexualité, c'est un sujet tabou. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes médiatrice interculturelle et que Madame Sicherafi, en fait, elle consulte en arabe classique, arabe berbère, en kabyle, enfin voilà, et que du coup vous intégrez aussi dans vos médiations les cultures et les compréhensions du monde qui sont forcément différentes. Voilà. Je peux dire, voilà, la diversité ici en Europe, fait que on consulte avec beaucoup de monde, quoi. Et on reçoit tout le monde. Oui, on reçoit tout le monde et on est à l'écoute de tout le monde. Quand on reçoit des personnes seules, parfois on fait de la médiation indirecte, la médiation où on reçoit la personne seule. Parfois, on arrive à inviter les deux, et ça, c'est l'idéal. Et généralement, au début, ils vont jamais parler directement de ce problème de sexualité ou de l'amour. Comme j'ai dit, quelques cultures, ils parlent pas directement. Ils vont pas dire qu'ils m'aiment pas ou qu'ils me fait pas l'amour comme il faut. Oui, voilà. C'est un peu brut, un peu cru en premier rendez-vous. Voilà. Et du coup, les personnes, ils vont tester le médiateur. Ils vont chercher la confiance. Ils vont chercher à quel point le médiateur est confidentiel et il va garder leur secret. Et à quel point il va le juger. Moi, je suis d'origine maghrébine. C'est une maghrébine qui va venir chez moi. Elle va, dans sa tête, dans la culture, elle va peut-être raconter aux maghrébins comme moi mon problème. Elle va le dire, mais elle va dans la science, elle va tester ma confiance. Et le médiateur, c'est là où il fait son boulot. Il va dire au début, surtout c'est très important, mettre son cadre et dire que je suis à l'écoute, que je ne juge pas, que vous pouvez poser vos sacs ici, vos problèmes, tout ce que vous voulez, tout ce qui se dit ici reste ici. Vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi. Et à vous, vous êtes libre et je n'ai pas le pouvoir décisionnel, quoi. Je ne vais pas décider à votre place, je ne vais pas vous juger, etc. Et c'est vrai, comme elle dit notre amie, c'est pas la première séance qu'on va tout dévoiler. Et vous allez voir au fur et à mesure, avec la reformulation que le médiateur peut mettre en place, avec les questionnements aussi. Et durant la séance ou après une séance ou 2 ou 3, on va creuser et on va dévoiler ce secret qui est un problème lié à la sexualité. De la sexualité. Ouais. Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Peut-être ils vont donner des signes au début, peut-être ils vont pleurer, peut-être ils vont... Ça dépend. Mais en tout cas, au fur et à mesure...
une fois que la confiance s'installe, les personnes ils vont venir avec ce qui est Mais comme vous dites, il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui entourent la sexualité et que éventuellement la sexualité, ça ne serait qu'un symptôme, qu'un point. Et en réalité, il y a toute autre chose qui vient entraver la sexualité derrière. On en reparlera peut-être juste après la pause avec Zina et avec notre psychologue. Donc, chers auditeurs, restez en haleine, restez avec nous. On est là. On parle d'amour et de sexualité sur Santé pour tous. Vous êtes avec Virginie Leblic sur Arabelle FM et je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous avions décidé de parler d'amour et de sexualité avec nos spécialistes. Nous avons Zina Hamzaoui qui est sexologue clinicienne. Nous avons Zaya Ticherafi qui est médiatrice familiale et interculturelle. Et nous avons Erwin Van Uffel qui est spécialisé en psychologie clinique. Juste avant la pause, nous discutions avec Zaya du fait que la sexualité pouvait être amenée en séance par rapport à un conflit. Mais je voulais avoir l'avis de Madame Hamzaoui. Finalement, est-ce que c'est les problèmes de sexualité qui amènent les problèmes de couple et les conflits de couple, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des conflits de couple qu'il y a des problèmes de sexualité, ou alors les deux, j'en sais rien, mais... C'est qui l'œuf ou la poule est venu en premier. Voilà, c'est ça, c'est un peu la question. Ça peut être une cause ou une conséquence. Donc parfois c'est un problème qui démarre dans la sexualité et qui va avoir des conséquences dans le quotidien, qui peut créer des problèmes d'argent parce qu'il y a une insatisfaction sexuelle, ou au contraire un problème d'argent qui peut créer un problème sexuel. Donc c'est pour ça quand on reçoit le couple, et même quand on reçoit la personne seule, parce que comme en médiation, parfois il n'y en a qu'un seul qui vient consulter, et c'est vraiment intéressant aussi, parce que souvent les gens disent oui, mais si mon conjoint ou mon épouse ne veut pas venir, est-ce que c'est utile de venir ? Oui, à partir du moment où il y a un problème, une tierce personne peut tout à fait faire changer la donne concrètement. Vous avez un rôle, une casquette plus de conseil alors à ce moment-là ? Ça va être du conseil, et parfois le fait que la personne vienne seule, elle-même, il y a un changement qui va opérer, et du coup, le conjoint, donc l'époux, l'épouse, va voir qu'il y a effectivement eu un changement qui a eu lieu, et se dit, bah tiens, ce serait peut-être intéressant aussi que j'y aille pour en apprendre plus. Et là, en fait, c'est aussi une manière de responsabiliser les deux conjoints. Quand il y a une difficulté, on a tous les deux notre part de responsabilité. Peut-être par passivité, peut-être par au contraire, on va dire, une action qui était déplacée. Mais pour revenir à la question principale, c'est parfois les gens viennent avec un problème sexuel, mais en fait quand on creuse un petit peu, on voit que déjà de base il y avait un problème pour exprimer ses besoins, il y avait un problème avec les belles familles, il y avait un problème dans les tâches ménagères, il y avait un problème dans l'éducation des enfants, et toutes ces sources-là sont liées et vont venir s'exprimer au moment intime. Parfois il y a des gens qui, par manque de confiance en soi, n'arrivent pas à dire les choses avec des mots, et donc ça va venir se réveiller, se révéler dans un moment sexuel. Par exemple, ça peut être des douleurs chez la femme, ou un problème d'éjaculation précoce chez l'homme, ou des problèmes d'érection, ou un problème clairement de plaisir ou de désir chez l'un ou chez l'autre, parce qu'il y a un manque de confiance en l'autre, parce qu'il y a eu une infidélité, parce que une des belles familles fait un peu de l'ingérence et met un petit peu de sel et de poivre dans des choses qui ne les concernent pas. Et c'est un petit peu ça qu'on va venir dépoussiérer en sexothérapie. Et donc c'est pour ça que je disais au début, on ne fait pas de la sexologie pure en fait, on fait vraiment de la thérapie de couple, et parfois ça commence avec un problème sexuel, mais on arrive très vite dans des fois carrément autre chose. Et vous parliez de désir, est-ce que l'homme et la femme ont la même libido, ont le même désir ? Il y a des femmes qui ont même plus de libido que les hommes. Il y a des hommes qui n'ont pas du tout de libido sexuel, mais qui ont des besoins affectifs. Et ça, aujourd'hui, dire ça répond pas à ce que la société nous renvoie. Ça fait un peu un homme qui est un demi-homme, qui est pas normal, qui manque de virilité. Et donc, en fait, c'est propre à chacun. Il y en a qui... Par exemple, il y a des femmes qui vont avoir une augmentation de la libido pendant une grossesse, d'autres pas du tout, ça va être le calme plat. Moi, j'ai toujours entendu ça, que pendant la grossesse, on avait beaucoup d'envie, beaucoup de désir, et que justement, parce qu'à cause des hormones, apparemment. Il y a des femmes, par exemple, qui ont des désagréments, qui ont des nausées très importantes, des vomissements, des douleurs, un inconfort physique, et donc l'envie, elle est pas du tout au rendez-vous. S'il y a une dépression, on voit que quand il y a une dépression, une des premières choses qui est retirée, c'est le désir sexuel.
Et ça aussi, c'est important de rassurer les gens, de dire, ce n'est pas grave s'il n'y a plus de désir sexuel, c'est pas la fin du monde, on va travailler sur autre chose. Et c'est fluctuant, en fait. C'est comme des envies pour autre chose. Par exemple, des fois, il y a des gens qui ont des envies culinaires, et puis finalement, à un moment, on est plus dans du sucré, plus dans du salé, et ça évolue au fil des mois, au fil des années. Et donc, c'est juste être à l'écoute de ses besoins et d'en parler s'il y a nécessité. Et du coup, on revient un peu sur les hormones. J'aime bien embêter Monsieur Van Nuffel, mais ces fameuses hormones, combien de temps elles durent, enfin, cet amour hormonal, et comment on peut faire pour l'améliorer? Pour l'améliorer, il y a beaucoup de manières, mais ce sont des manières plutôt psychologiques, on peut dire. Si on parle de l'amour, combien de temps est-ce que ça dure? On a toujours entendu 3 ans, et en effet, c'est vrai. L'amour passionnel, peut-être? Oui. Et donc, l'amour dure normalement 3 ans. Disons que ça y est, après, on n'aime plus après 3 ans. Ce n'est pas le cas, mais ça veut dire que donc, l'ocytocine sera actif et sera joyeux, tout ça. Ça dure 3 ans. Puis après, ça change un peu la fonction. Ça devient quelque chose qui va investir plutôt dans les liens. Donc, et ça va stabiliser. Donc, l'ocytocine va changer son rôle. Et donc, on va voir aussi que la dopamine et la sérotonine, ce sont aussi deux produits qui sont produits dans les cerveaux, qui jouent aussi un rôle très important dans notre bien-être. Mais eux, ils vont s'arrêter à jouer leur rôle après 3 ans. Donc, l'amour ne sera pas quelque chose qui va nous activer physiquement, on peut dire. Donc, ça devient quelque chose de différent. Finalement, l'amour, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau du cerveau. Non, c'est plusieurs facteurs, c'est ce que Erwin disait, c'est que c'est plusieurs facteurs. Il y a les facteurs physiologiques, et là, on voit que les facteurs physiologiques pendant 3 ans, et là, on a parlé pendant longtemps, on a écrit sur ce truc de la passion, ça dure que 2 ans, ça dure que 3 ans, et après, on est dans un amour constructif, où on évolue vers quelque chose, où on se projette différemment, etc. Et que les 3 premières années, c'est très passionné, mais du coup, au niveau hormonal, ça vient un peu confirmer ça, quoi. Oui, c'est ça. Donc, biologiquement, on peut confirmer ça. Donc, mais maintenant, pour laisser durer l'amour, il y a quand même des activités qu'on peut faire. Et donc, on a déjà dit, premièrement, le contact physique. Ça, c'est très important. Donc, il faut avoir beaucoup de contact physique parce que ça, c'est ce qui fait activer l'ocytocine et ça crée les liens. Et par contact physique, je vous coupe, on n'entend pas spécialement que du pur sexe. Non. C'est aussi se prendre dans les bras, s'embrasser, se toucher. Moi, parfois, j'ai des couples en thérapie, je leur demande juste de s'embrasser déjà. S'embrasser avec la langue, de se tenir la main. Oui, mais ça, par exemple, ils vont le faire, mais ils vont plus s'embrasser, ils vont plus se prendre dans les bras. Et on va leur faire un exercice, on va leur dire, voilà, maintenant, tous les soirs, vous prenez un petit peu de temps tous les deux et vous passez votre temps à vous embrasser, sans avoir forcément des rapports. Mais le fait rien que de s'embrasser, de se toucher, c'est extrêmement important. Et on voit que beaucoup de couples ne le font plus. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et maintenant, nous sommes tous collés à notre smartphone. On dit si on caressait notre conjoint autant de fois qu'on caresse notre smartphone, ce serait plus fructueux. Oui. Mais voilà, on a déplacé notre attention, même notre regard. On se regarde plus. C'est vrai. Un simple exercice qu'on fait en thérapie, c'est de mettre les conjoints l'un en face de l'autre et de les faire se regarder. Il y a des conjoints qui ne se sont jamais réellement regardés les yeux dans les yeux. Alors qu'on sait que rien que dans un simple échange, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, il y a on sent l'émotion de l'autre, on sent s'il est à l'aise ou pas, et donc ça paraît tout bête, mais ça procure d'agréables sensations. Et en fait, maintenant, notre attention est dirigée vers un écran à longueur de journée, je dis même le soir, on dit plus bonne nuit à la communauté qu'on a sur Instagram ou sur Facebook qu'à la personne qu'on a dans notre lit. Donc, si la personne est dans le lit, déjà, ça c'est encore un autre sujet. On aimerait bien qu'il y soit. C'est quoi cette histoire? Mais oui, en fait, c'est pour ça que, avant même de parler vraiment de sexualité mécanique, fonctionnelle, etc., on voit qu'il y a d'autres choses à mettre en place et que les couples ne mettent pas en place. Donc, et c'est vrai que hormonalement, on voit que l'ocytocine joue un rôle, il y a la dopamine, il y a aussi la prolactine qui joue un rôle. Et parce qu'on sait que justement qu'après
quelques années, elles n'ont plus la même fonction, elles n'ont plus le même pouvoir en tout cas, raison de plus de mettre beaucoup plus de choses en place pour consolider ce lien et prendre soin de son couple. Et de pas se dire, voilà, on est mariés, c'est dans la poche et ça ne peut qu'aller et en gros, il y a plus rien à faire. Non, justement, c'est quand la phase de la passion passe qu'il faut faire encore plus. Vous voulez dire, il faut faire des efforts dans la relation. La relation, c'est comme si voilà, je suis au travail et que je fais plus d'efforts et que je fais que rendre mes dossiers, mais que je ramène plus des nouvelles idées, que je suis pas souriant, que je suis pas à l'heure, que je propose pas du changement. À un moment donné, quelqu'un d'autre peut prendre ma place. À un moment donné, on peut me mettre à la porte. Ça paraît un petit peu cru de parler de cette manière-là par rapport au couple, mais on est là-dedans aujourd'hui. On est dans une société qui va tellement plus vite, où c'est tellement changeant que les gens se disent aujourd'hui, si tu ne me conviens plus, je claque la porte. Et c'est pour ça qu'on voit que le taux de séparation explose, c'est que les gens se disent ça ne va plus, je change. Alors que faire l'effort de se poser, de discuter, de se remettre en question, chacun à son niveau, et de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la situation. Et donc, quand on regarde aux études scientifiques, on voit qu'il y a certaines choses qui améliorent les relations à long terme. Et donc, j'ai déjà parlé du contact physique, mais il y a aussi les paroles valorisantes. Ça, c'est quelque chose d'important, donc de dire que vous valorisez la personne. Il y a aussi le temps de qualité qui est mis ensemble. Donc, il faut donner du temps à l'autre. Ce qui est aussi quelque chose qui est là, ça peut être un cliché, mais les cadeaux. Parce que les cadeaux, ça fait aussi heureux aux gens. Il y a des gens qui sont très sensibles aux cadeaux. Mais en arabe, on dit tahaddou, tahabbou ou tahaddou. Tahaddou. Voilà. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. C'est ça. Et en effet, c'est la réalité. Je connais même les proverbes arabes et tout. Je peux intervenir, Erwin. Oui. Il y a d'autres qui disent, par exemple, l'amour, c'est naturel. Alors, si je commence à faire des cadeaux, faire des efforts et tout, ça c'est plus naturel. Et voilà, l'amour devient plus naturel. Je sais pas si... Pour répondre à ça, c'est comme la métaphore qu'on utilise pour un étudiant qui irait à son examen et qui dit « j'ai rien à écrire, tout est dans ma tête ». Ça ne sert à rien de connaître et de sentir si on ne montre pas. Oui. À un moment donné aussi, j'aime pas trop parler de preuves, mais c'est un peu ça en fait dans l'amour. C'est parce que je t'aime, je te montre que je t'aime. C'est tangible à un moment donné. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des paroles. Et l'amour seul en tant que sentiment ne suffit pas aujourd'hui. N'a jamais suffi de tout temps. Et c'est l'erreur aussi que les gens font. C'est de toute façon je t'aime ou je l'aime, donc j'ai déjà fait ma part du travail. Mais le dire avec le sentir ou juste le dire, mais ne pas le mettre en pratique, n'est plus suffisant. Oui. En tout cas, je pense. Je sais pas ce que vous et pensez, même quand vous montrez à l'autre, quand c'est le fait de montrer, parce que l'autre n'est pas dans votre tête, et donc forcément, quand vous lui montrez que vous l'aimez au travers d'un cadeau, au travers d'un geste tendre, au travers d'une bonne parole ou d'une belle parole, ça suscite aussi une émotion chez l'autre, et l'autre va se dire ah mais en fait il m'aime, ou ça le rassure aussi, et ça rassure la relation aussi. Donc évidemment qu'il ne faut pas peut-être se dire que juste on montre son amour que par des cadeaux. C'est ça. Ce serait peut-être on parle plutôt alors là d'instrumentalisation, mais vraiment de pouvoir avoir des gestes et des mots tendres vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui c'est pas du tout ce que, en tout cas moi dans mes consultations, je vois des couples, voilà, c'est fonctionnel, quoi. Je veux dire, c'est opérationnel. On est les parents, mais allez, est-ce que vous passez un peu de temps ensemble ? Non. Est-ce que vous faites encore l'amour ? Non, plus beaucoup. En tout cas, on n'a pas le temps. Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez ? Non, il fait que critiquer tout ce que je fais, ou elle fait que critiquer tout ce que je dis, ou on se rabaisse l'un l'autre parce qu'on est frustrés chacun. Enfin, il y a beaucoup de couples qui sont vraiment en détresse à l'heure actuelle, et pourtant qui se battent. S'ils viennent, comme tu disais Zaya tout à l'heure, si un couple vient consulter, c'est qu'il veut que son couple continue au-delà des 3 ans. Et probablement parce qu'ils ont construit des choses aussi ensemble, le fait de construire une famille, etc. On a envie que ça continue, évidemment, mais parfois c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais il y a même des cas, par exemple, d'infidélité où c'est pas du tout des infidélités sexuelles, où c'est des infidélités où l'individu cherche juste une écoute
et un partage d'émotions, de discussions sur des centres d'intérêt communs, des choses qu'il n'avait plus avec sa femme ou qu'elle n'avait plus avec son mari. Donc on a dépassé un stade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne trompe plus pour du charnel, on trompe pour de l'attention. Et on va dire une des sources aussi qui prend le temps de beaucoup de personnes, c'est les GSM, les téléphones. C'est une réalité. On en riait tout à l'heure en disant qu'on caressait beaucoup nos smartphones. On passe beaucoup de temps à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. On passe beaucoup de temps à jouer sur ce petit objet, alors que les gens aujourd'hui ne jouent plus ensemble. Par exemple, je sais pas moi, faire un jeu de dames, un jeu de cartes, les gens vont se dire tiens, c'est un peu nunuche, etc. Mais non, c'est un moment de partage où on est où vraiment notre attention elle est portée rien que sur nous deux, où on va rire. Le rire aussi, c'est quelque chose de très 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 utile dans le couple. Et il y a beaucoup de couples qui ne rient plus. Ouais. Donc par exemple, il y a plein de petites histoires comme ça qu'on peut lire à droite à gauche où un conjoint va sur le lieu de travail de sa femme et il voit que elle est pétillante et qu'elle rit avec ses collègues, alors qu'à la maison elle tire la tronche. Pourquoi ? Enfin, à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce que je veux réellement et du coup qu'est-ce que je peux faire pour y parvenir. Ouais, regarder un petit spectacle de Haroun avec son mari, ça peut être sympa aussi. Hein. Vous regardez sur YouTube en fait, c'est des belles choses. Des petits spectacles rigolos en ligne. Même si on est confiné, il y a moyen de trouver des trucs à faire. Hein. Donc, et souvent les gens disent non, mais on peut pas, on n'a pas assez d'argent, mais aller faire un tour au parc. Je veux dire, ça ne coûte rien. Ouais. Et marcher en vous tenant la main, en admirant aussi ces beautés de la nature, des choses simples. Aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, etc., on a l'impression qu'il en faut toujours plus, des choses toujours plus chères pour épater les gens. Les gens ne s'émerveillent plus juste à l'écoute de la nature, à l'observation du lever du soleil. Enfin, des choses même, on va dire même religieusement pour les personnes, on va dire qui ont un côté spirituel qui nous écoutent. Et sur Arabelle, on va dire c'est la majorité. C'est de revenir à des choses essentielles qui font beaucoup de bien et qui nous rapprochent du divin aussi. Et l'importance aussi, par exemple, de développer aussi ce côté spirituel là. En tout cas pour les couples qui ont de la spiritualité. Pour les couples qui ont de la spiritualité. Ouais. Mais je pense que tout le monde a une croyance, peu importe qu'elle soit. Il y a de la croyance. Peu d'une manière ou d'une autre, on peut croire en l'humanité, croire en la bonté, croire en Dieu. Enfin, il y a plein de croyances différentes dans un couple. Bon, chers auditeurs, on va faire une petite pause parce que tout ça, ça nous pousse à beaucoup de réflexion. Et donc, je vous dis à tout de suite dans quelques instants sur les ondes d'Arabelle FM. Nous parlons d'amour et de sexualité. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons d'amour et de sexualité. Juste avant la pause, nous discutions avec Madame Hamzaoui. Alors, c'est vrai que finalement, on a parlé un petit peu des conflits avec Madame Ticherafi aussi. Mais je voulais savoir, tiens, est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la vie d'un couple qui pourraient justement être plus propices ou plus à risque de développer des conflits ? Pour rigoler un peu, je vais dire après 3 ans. Dès qu'il y a plus l'hormone. En fait, les couples qui viennent chez nous, généralement, ils parlent après mariage. Parce qu'avant mariage, tout est beau, tout est magnifique. On sort, on boit un verre, on s'amuse et tout. Mais après mariage, on vit tout le temps ensemble. On découvre la vraie face. La face cachée. L'envers du décor. L'envers du décor. Et du coup, le changement aussi dans le couple, si on parle des éléments intérieurs, de la vie privée du couple, il y a des changements. Il y a par exemple la grossesse, il y a l'accouchement, après l'accouchement. Il y a des femmes qui disent voilà, mon mari ne s'approche pas de moi parce qu'il y a des changements au niveau de son corps, et il y a aussi la fatigue après la naissance de bébé. On ne dort pas la nuit, qui va se lever pour le bébé quand il pleure, qui va préparer le lait, toute cette ce changement. Il y a aussi la routine dans la vie du couple. Il y a des mamans, par exemple, qui souffrent de l'absence de mari. Et il y a des maris qui disent que sa femme, elle s'occupe beaucoup de bébés et que nous, c'est comme si on n'existait pas.
tout ça, ça va créer des petits conflits. On ne parle pas, puis il y a un malentendu, un autre, ça se cumule et ça devient un conflit à la fin. Voilà, il y a aussi un deuil, par exemple, comme elle a parlé tout à l'heure, Zina. S'il y a un décès, par exemple, dans la famille, soit de la part de Marie ou de son épouse, on va pas créer une vie dans le couple, on va pas s'habiller, on va pas se maquiller, on va pas rigoler, on va pas sortir, tout ça crée aussi des petits conflits. Il y a aussi la jalousie. Il y a des maris qui disent ma femme à l'intérieur, elle se sent des oignons, par exemple, de la nourriture et tout. Ou elle met des pyjamas à chaque fois à la maison. Des pyjamas. C'est très culturel aussi de changer de vêtements quand tu rentres à la maison. Voilà, quand elle va sortir, elle va se poponner, elle va se maquiller et tout. Vous voyez des petits trucs qui peuvent vraiment créer des malentendus énormes et ça crée des conflits et parfois ça pousse vers le divorce aussi. Voilà, quand on parle ça de la vie intime du couple, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et parfois ils savent pas comment expliquer tout ça en médiation. Et je sais pas si vous avez parlé aussi vous voulez qu'on parle des éléments extérieurs. De la famille. Mais la famille, parfois, c'est vrai que moi j'ai déjà remarqué que parfois, quand un mariage n'est pas accepté ou que une belle famille met un petit coup de pression sur le conjoint, on voit qu'il y a c'est comme si inconsciemment, ça sabotait aussi le couple. Enfin, moi j'ai déjà remarqué ça, en tout cas ça m'est déjà arrivé de convoquer la belle famille en consultation thérapeutique de couple. Oui, je trouvais ça bizarre, mais en systémique on peut se permettre de faire ça. Exactement. Et oui, en médiation, on demande quand il y a un problème de famille, on demande au couple si on peut inviter, par exemple, la maman ou la belle famille. Mais c'est plus compliqué que ça. On peut parler ici en Europe aussi des mariages mixtes. Que la femme est musulmane et le mari est chrétien ou le contraire. Aussi des familles composées. Recomposées plutôt, oui. Voilà. C'est de la gymnastique intellectuelle tout ça. Oui. Et tout ça, soit la jalousie ou soit l'occupation. Voilà, le père il va rencontrer son fils ou sa fille chez son ex. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. De sujets qui peuvent amener les couples en difficulté. Exactement. Je voulais revenir juste vers Monsieur Van Uffel. L'amour, c'est pas aussi un ensemble de projections et d'attentes qui nous appartiennent à nous, mais qu'on met sur l'autre. Certainement. Et en effet, généralement, c'est ça qui fait le problème. Parce qu'on a des attentes et donc on va les projeter. Ça peut être des attentes qui sont mises par notre éducation, par les parents. Ce sont nos exemples qu'on a vus. Mais ça peut aussi être les attentes de la société. Si par exemple, je suis un homme business, j'ai fait ma vie, ok, donc je dois avoir une belle femme et tout ça avec. Oui, ce sont des attentes. Mais est-ce si on a trop d'attentes, est-ce qu'on va arriver à la réalité? Non. Donc la réalité n'est jamais idéale. Non. Et donc maintenant, de nos jours, nos vies, c'est pas sur Facebook. Et donc on doit toujours projeter une belle image. Et donc tout le monde va, donc c'est ça, ce monsieur, il est toujours content et il n'y a que du bonheur dans sa vie. Oui, et je veux la même vie que lui. Ça aussi le problème avec les réseaux, c'est qu'on se compare blindé, on dit t'as vu son mari, il lui a fait un mariage comme ça, elle lui a fait une robe comme ça, elle avait une voiture comme ça. Et en réalité, quand on sait, ça se passe pas toujours très bien dans le couple. Je dis toujours aux gens, arrêtez, vous croyez toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément le cas. Tous les couples ont des problèmes, tous les couples peuvent rencontrer des difficultés. Il n'y a pas de couple parfait, de couple sans conflit, ça n'existe pas en fait. Donc le conflit, c'est aussi générateur de changement, donc c'est dans toutes les familles, tous les couples que ça existe. Oui. Mais en parlant d'attente, et je revenais un petit peu aussi vers Zina, qui est quand même sexologue clinicienne, il y a aussi les croyances par rapport au plaisir de l'un et de l'autre, et finalement, mais qu'est-ce que c'est que le plaisir féminin? Qu'est-ce que c'est que le plaisir masculin? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Déjà, il y a beaucoup de méconnaissances de la part de monsieur, madame, tout le monde. Et ça, c'est peu importe la culture d'où on vient. Et peu importe le niveau d'études qu'on a. C'est très important de le rappeler. Et au sein même du couple, les conjoints ont rarement la facilité de savoir ce que l'autre veut et comment l'autre fonctionne. Donc par exemple, ça peut être tout simple, mais avant de se mettre en couple, de lire un peu sur le fonctionnement de la sexualité féminine et de la sexualité masculine, et d'apprendre les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, dans les sources d'apprentissage, malheureusement aujourd'hui, il y a aussi tout le problème de la pornographie. Et c'est important de le rappeler parce que c'est une source d'information pour beaucoup de personnes, hommes et femmes aussi. Tout à fait. Et du coup, pour les personnes qui ont été puisées du contenu là-dedans, ça vient forger certaines croyances. Et du coup, quand la personne se met en couple, elle a certaines attentes qui sont juste des attentes mises en scène, des attentes cinématographiques, des attentes surjouées, etc. Et du coup, il y a de la frustration parce que l'homme ou la femme qui a regardé ce contenu-là pendant des mois, voire des années, parce qu'on voit aussi que c'est un problème qui peut commencer très tôt dans l'adolescence, cette personne qui a ces attentes-là, quand elle se met en couple, et si elle se met en couple avec une personne qui ne connaît strictement rien et qui vient aussi qui a eu une éducation très stricte, très rigide, etc., et elle tombe de haut, elle se dit non mais waouh, enfin c'est pas du tout ce que j'attendais, quelle déception. Et soit ça va être un énorme conflit au sein du couple, ou soit la personne va faire comme si tout allait bien et peut-être aller chercher ailleurs réponse à ce besoin qu'elle s'est créée. Et donc là aussi c'est important, on revient encore à ce qu'on disait en début d'émission, mais l'importance de se former, l'importance d'apprendre sur la question. Et c'est aussi pour ça notamment que avec un collègue on a mis en place un séminaire de préparation au mariage où on aborde la question de la sexualité en expliquant c'est quoi le plaisir masculin, c'est quoi le plaisir féminin, les différentes difficultés sexuelles que le couple peut rencontrer, parce que c'est normal en fait de vivre certaines difficultés, sauf quand ça dure dans le temps. Et par exemple, pour un homme, avoir un problème d'érection à un moment donné, par exemple, si l'homme a eu un grand moment de stress dans sa journée, ou qu'il y a eu un deuil dans sa famille, ou que sais-je, il se peut qu'au niveau sexuel, ça ne suive pas parce que sa tête est ailleurs, qu'il y a de l'angoisse de performance, qu'il est pris par d'autres émotions. Et donc, si c'est vraiment quelque chose de ponctuel, ce n'est pas un problème en soi, parce que des fois il y a des gens qui consultent en disant je suis éjaculateur précoce, et donc ils se collent cette étiquette là parce que voilà, on lit sur internet 2-3 articles en disant attention, si vous avez ça c'est très grave, c'est la fin de votre vie sexuelle alors que pas du tout, ça peut être vraiment passager. Et donc l'importance de se former sur la question avant de se mettre en couple, et si des difficultés il y a, il ne faut vraiment pas avoir honte de consulter, que ce soit un psychologue ou un sexologue. Et comme disait ici Zaya en médiation, on n'est pas là pour vous juger. En fait, on est vraiment là dans un cadre de bienveillance pour vous aider à aller mieux. Et il n'y a pas de honte à chercher des informations. Justement, c'est plus honteux de rester dans son problème et de se dire voilà, j'accepte mon problème et je reste avec ce problème et je cherche pas de solution ailleurs. Mais beaucoup d'hommes aussi ignorent, par exemple, l'organe génital féminin, ignorent comment il fonctionne, ignorent les manières dont on peut faire plaisir à une femme. Certaines personnes vont se dire, je prends mon plaisir et je fais pas attention. Et je vais vous dire, même plus loin, certaines femmes aussi ignorent leur propre organe génital féminin. Ça, c'est la base, en fait. Et ne connaissent pas elles-mêmes leur propre sexualité et leur propre plaisir. Et ça, c'est clair que dans les consultations et dans les ateliers que j'anime, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, c'est que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps, et encore moins le corps masculin, et du coup pour elles il va y avoir des difficultés, c'est certain, et du coup on va commencer par la base, par une connaissance anatomique. Et donc même si on est en Belgique, même si on est en 2020, même si on a suivi un cursus scolaire classique, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les bases anatomiques, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut souffrir de manque de sexualité ? Oui. Si c'est un besoin chez la personne, ce manque-là peut devenir une réelle souffrance. Et c'est pas juste un caprice ou un produit de la société hyper sexualisé ou autre. C'est s'il y a insatisfaction sexuelle, ça peut vraiment créer une souffrance
en allant jusqu'à la souffrance psychique qui peut même amener à de la dépression parce que ça peut remettre en question l'individu par rapport à son estime de lui-même, sa confiance en lui, ou en elle. Hein. Là, on parle vraiment au féminin et au masculin. Et du coup, oser consulter en disant je souffre parce que je suis insatisfait dans ma sexualité, c'est un énorme tabou. Alors que en fait, non, ça, l'individu, il est créé avec cette complexité-là. Et même au niveau religieux, on va voir que on prie même avec des versets qui font allusion à la sexualité. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de tabou, en fait, par rapport à ces questions intimes. Et que c'est pas mauvais en soi que d'avoir des difficultés. C'est vraiment... donc, je pense que on a vraiment compris le message. C'est que s'il y a difficulté, il y a des solutions quelque part. Il faut aller chercher de l'aide, quoi. Exactement. Et du coup, c'est vrai que quand je me retourne du coup de nouveau vers Monsieur Van Uffel, notre spécialiste des hormones, l'hormonologue, donc voilà, endocrinologue en fait. Mais Endocrinologue, oui, c'est ça. Du Pas coup, encore. quand on a un rapport sexuel épanoui, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est soulageant, que c'est un antidépresseur, enfin que naturellement on peut aussi se sentir bien après un rapport sexuel épanouissant? Certainement. Donc, ça a beaucoup d'effets. Et donc, les hormones qui sont là, ça joue un très grand rôle dans notre bien-être mental. On le voit, par exemple, aussi que ces hormones sont impliquées un peu partout. Aussi, quand on prend, par exemple, les antidépresseurs. Parce que les gens pensent, oui, les antidépresseurs, ça va me soulager de ma dépression. Ok, en théorie, ça c'est le but des antidépresseurs. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ça joue aussi un rôle sur l'ocytocine. Oui. Et donc là, on peut avoir des problèmes avec l'orgasme. Donc les antidépresseurs peuvent causer des problèmes d'orgasme. Et donc, dans le fonctionnement humain, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? L'antidépresseur qui est fait pour aller contre la dépression va en faire des dégâts et la personne va dire « Oh mon Dieu, je n'ai plus cet élément-là ». Normalement, je crois que les antidépresseurs, ils vont inhiber la recapture de justement certaines hormones pour que les hormones de plaisir stagnent au niveau du cerveau. Oui. Mais c'est vrai que, bon, on essaye d'éviter les antidépresseurs, mais dans certains cas, on est obligé d'en C'est ça. prendre. Donc, c'est toujours le médecin qui doit décider est-ce que ici les effets secondaires qui peuvent y avoir, est-ce que ça vaut la peine? Et il faut toujours, ça c'est très important, aussi en parler avec le patient. Ouais. Parce que si vous donnez un antidépresseur et vous ne dites pas, oui, ça peut avoir tel et tel effet. Eux sont au courant. Oui, hein. c'est ça. Parfois, les patients ne sont pas au courant. Il y a même, par exemple, tout à l'heure, on parlait des facteurs internes à la personne qui peuvent créer des conflits dans le couple, mais il y a aussi tout ce qui est maladie et traitement qui peuvent avoir un impact sur la sexualité. Ouais. Il y a par exemple les problèmes thyroïdiens. Donc, où là, le désir sexuel, c'est loin, c'est à des années-lumière de la personne, mais c'est malgré elle, c'est-à-dire que c'est hormonal et elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle n'a pas d'envie. Et du coup, c'est vraiment important aussi de prendre ça en considération. Et c'est pas juste comme on dit, non mais t'inquiète, c'est dans ta tête, mets quelques petites bougies et l'envie va revenir. Non, c'est vraiment profond, c'est intrinsèque à la personne. Il y a aussi les hommes, par exemple, qui les problèmes d'obésité, les problèmes de diabète, les problèmes d'hypercholestérolémie, les problèmes d'hypertension artérielle qui jouent un impact sur la fonction érectile et du coup qui peuvent donner clairement un problème sexuel masculin. Et ça, c'est important d'en parler. Et j'ai envie de dire, même en prévention, plutôt que de dire aux gens attention au sucre, vous risquez de devenir obèse, c'est aussi que ça a un impact dans la vie sexuelle des individus. Même le tabac, par exemple, le tabac, oui. La chicha, oui. Les gens trouvent ça trop cool de fumer la chicha en groupe. Le tabac a un impact très important au niveau du bien-être des vaisseaux et beaucoup de fumeurs peuvent avoir des difficultés sexuelles. Ouais, bah ça ils le savent pas. Bon, maintenant ça, ils le savent pas. Vous voilà prévenu. Vous voilà prévenu. Je me disais aussi par rapport à ça, mais peut-être qu'on en parlera après la pause. Je me posais aussi des questions sur les périodes, parce que la femme aussi, elle a des périodes aussi où elle a plus envie et des périodes dans le mois où elle a moins envie. Et beaucoup d'hommes ne savent pas ça non plus. Donc je me dis ça pourrait être chouette. Et des femmes ne le savent pas non plus. Il y a des femmes qui c'est vrai. Moi en thérapie parfois quand j'en parle,
parle, elle me dit ah bon, mais je savais pas. Bah, vous avez pas remarqué que des fois vous êtes plus sympa avec votre mari, et puis des fois vous le voyez en noir sur le même mois. Donc, mais du coup, on en parlera juste après une petite pause. Donc, chers auditeurs, je vous propose de discuter de tout ça dans notre dernière partie, dernière ligne droite pour Santé pour tous dans l'émission. Nous parlons d'amour et de sexualité. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Dernière ligne droite, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission où nous allons encore aborder quelques sujets. Donc juste avant la pause, je demandais à Madame Hamzaoui, tiens finalement, est-ce qu'il y a des périodes dans le mois où la femme a peut-être plus d'envie sexuelle ou à l'inverse, elle a vraiment pas envie? Est-ce que c'est peut-être lié aussi aux hormones, etc. Peut-être je me retourne vers les deux, alors Madame Hamzaoui et Monsieur Van Nuffel. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question? Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'air d'être au courant de... Beaucoup de gens féminins et masculins. Et masculins, donc... ouais. Donc, effectivement, il y a une variation du désir sexuel au cours du cycle féminin quand il n'y a pas de prise de contraceptifs hormonaux. Ça, c'est important. Par exemple, on va clairement voir une diminution de la libido chez bon nombre de femmes sous contraceptifs hormonaux. Et même si les lobbies pharmaceutiques ne veulent pas l'entendre, il y a quand même on va dire une majorité de témoignages de femmes sous contraceptifs qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que normalement, une femme qui prend pas de contraception hormonale, donc de pilule, d'implant, de diaphragme ou de stérilet hormonal, elle va avoir tendance à avoir des envies sexuelles au moment de l'ovulation. Donc si elle a un cycle de plus ou moins 28 jours, autour du 14e jour, elle va avoir une augmentation de son désir sexuel parce que on est programmé naturellement pour avoir un bébé et donc pour pousser la femme vers un rapport sexuel. Donc c'est, on va dire, c'est involontaire, c'est inconscient, c'est parce que c'est hormonal. Et donc ça dure genre une semaine par mois, ça. Alors ça fait une semaine par mois, la femme elle a trop envie de son mari. Ça peut, mais c'est pas toujours aussi simple. Il y a des femmes qui ont des envies tout le mois, des femmes qui ont des envies uniquement pendant leur période de règles, d'autres avant les règles, d'autres qui n'ont jamais envie. Donc, et c'est pour ça qu'il faut interroger chaque femme. Et ces envies-là, elles vont aussi fluctuer au cours de la vie. On va voir que, par exemple, parfois pendant la ménopause, donc à partir du moment où la femme n'a plus du tout de règles pendant plus d'un an, il y a des femmes qui ont plus cette peur de tomber enceinte. Et du coup, qui vont avoir beaucoup plus envie. Ou au contraire, si ça tombe avec le même moment où tous ses enfants ont quitté le cocon familial, elle va peut-être se sentir seule si elle a été uniquement dans son rôle maternel. Et du coup, elle a plus de raison d'exister pour elle. Et donc, l'envie sexuelle devient très faible. Enfin, on peut pas... C'est multifactoriel, en fait. Il n'y a pas juste une raison qui explique l'absence ou l'absence de... la présence, pardon, ou l'absence de désir sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Mais c'est vrai que biologiquement, on va voir que l'homme est plus... il est aussi cyclique, l'homme, en fait, mais il est cyclique sur la journée. Ah ouais? Ouais. Et la femme, elle est cyclique, mais plus dans le mois. Dans le mois. Ouais. Et donc, l'homme, il préfère quoi dans sa journée? Moi, je veux savoir. Erwin va nous l'expliquer. On lui lance la patate chaude comme ça. Chez les hommes, il y a bien sûr le testostérone qui joue. Et le testostérone, c'est un hormone qui est masculin et qu'on peut dire un peu plus agressif. Le testostérone est aussi sensible à tous les éléments biologiques et il y a un composant qui est très important, c'est le zinc. Et donc, je peux vous dire, si vous voulez manipuler un homme, vous pouvez lui donner ou pas donner le zinc. Et ça va aussi manipuler son désir. Donc, asperger les murs d'ocytocine, mettre du zinc dans le café. Oui. Si vous voulez que quelqu'un veut vraiment une femme, mettez beaucoup de zinc. Mais c'est vrai cette histoire d'aliments aussi, parce qu'il y a des aliments qui sont aphrodisiaques. Moi, perso, j'avais fait l'expérience avec le Abbas Saouda, c'est l'huile de Nigel. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est quand même pas mal aphrodisiaque. Mais après, c'est probablement du cas par cas. Mais il y a des... qu'est-ce que j'avais entendu? Le gingembre aussi. Est-ce que c'est aphrodisiaque, le gingembre? C'est reconnu avec des vertus aphrodisiaques. Il l'a jeté dans sa tasse de thé, je crois que... Mais après, rien que le fait de faire l'effort et de se dire je veux pimenter ma vie sexuelle, là, en fait, c'est le meilleur aphrodisiaque. En fait, c'est la volonté. Rien que l'effet placebo, en fait, c'est se dire je vais mettre quelque chose pour pimenter, et du coup, effectivement, cet effort-là, le cerveau le comprend comme j'ai envie d'avoir envie. D'accord, ok.
Mais bien sûr, on est plus que biologique. Donc, Voilà, on rejoint encore oui. ce... Psychologiquement, on peut C'est ça. faire le désir. Parce que même s'il y a des conjoints, par exemple, qui, même s'ils ont une envie sexuelle, on va dire physiologiquement, s'il y a quelque chose qui les a refroidis, une parole, un geste, une absence, un cadeau déplacé ou une prise de décision sans avoir été concertée, bah alors même si physiologiquement il y avait l'envie sexuelle, bah cette envie sexuelle là peut retomber parce que il y a eu déception, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment créé une émotion plus de déception, voire de dégoût parfois. Donc on va pas on va dire juger, on va dire essayer de comprendre un couple uniquement au niveau physiologique. C'est ça. On parle aussi pas mal ces derniers temps sur les réseaux et tout ça, mais de polyamour. Donc on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Après, le versant culturel, religieux, ce serait polygamie. Ou polyandrie. Ou polyandrie. Il y a polyandrie. Des femmes qui... Polyandrie, pour nos auditeurs, ce sont des femmes qui aiment avoir plusieurs hommes. Donc... il y a des pays où c'est la pratique. Par exemple, il y a des pays où il y a des régions du monde où il y a très peu de femmes et très peu de femmes. Et du coup, culturellement, ça va être une femme pour plusieurs hommes. Bon, c'est quelque chose de quasi pas pratiqué du tout ici en Occident, et même dans les, on va dire dans les communautés arabo-musulmanes, c'est pas quelque chose du tout pratiqué. Au contraire, c'est la polygamie qui est pratiquée. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? Plusieurs personnes, je pense qu'on peut les aimer. Par exemple, on peut aimer une femme peut aimer son mari, elle peut aimer ses enfants, elle peut aimer ses parents, elle peut aimer des amis, etc. Mais aimer dans un but de relation conjugale et de relations charnelles, beaucoup de témoignages vont dans le sens que ce n'est pas possible. Même des gens qui au début disent voilà, je vais être dans le délire de polygamie ou dans le délire entre guillemets, sans vouloir offenser qui que ce soit bien évidemment, ou de polyamour, c'est chouette. Il y a même des stars qui ont revendiqué ce polyamour. Il y avait un célèbre chef cuisinier, je crois que c'est Bocuse en France, qui était polygame, et donc ça passait bien. En gros, c'est un homme à succès qui arrive à plaire à plusieurs femmes, etc. Mais ça fait souffrir. Bien sûr. Ça fait souffrir, qu'on le veuille ou non, même si on met ça sous l'angle religieux ou sous l'angle, on va dire, dans la mouvance actuelle, etc. Ça fait souffrir les personnes qui doivent partager cette personne en commun. Oui, c'est vrai que, en tout cas, nous, en consultation, on en a déjà eu pas mal. Ça fait pas souffrir. Ça fait pas souffrir souvent que la femme, hein. En général, ça fait souffrir aussi les enfants de la famille. Et ça a un impact quand même assez négatif sur les familles, la polygamie. En tout cas, telle qu'elle est pratiquée actuellement. Parce que bon, voilà, après ça, bon, on n'est pas dans une émission religieuse, hein, aujourd'hui, on est dans une émission santé, mais c'est vrai que, en tout cas, en tant que thérapeute sur le terrain, on peut que constater les dégâts de ces fameux polyamours, et puis ces personnes qui aiment plein de personnes. Enfin, on peut se questionner aussi sur. On rentre dans la pathologie, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que ça fait comme écho chez eux d'avoir ce besoin de se partager et aussi, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est qu'aimer et d'avancer avec une seule personne et de s'engager avec une seule personne, c'est... Dans la société de consommation dans laquelle on est, l'individu devient consommable, en fait. Voilà. Exactement. Et du coup, je tente, j'essaye, ça me plaît pas, je change. J'en prends un autre ou j'en prends une autre. Ouais. Et ça, des fois, à longueur de journée, à longueur de semaine, de mois, etc. Et sans que la personne se rende compte que là, on est dans de la pathologie. Ouais. Alors, pardon, oui, je t'en prie. Oui, non, c'est ça. Donc, même si, on va dire, au niveau de la société, on peut me dire, on est à jour, c'est chouette, on essaie de nouvelles choses, l'individu aujourd'hui va vers ce schéma-là. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut redonner aussi une certaine place à la morale et à l'éthique. Et c'est un discours qui ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'il faut savoir l'entendre. Oui, et c'est aussi maintenant, dans notre société, on a, si on dit quelqu'un qui dit je peux avoir beaucoup de femmes et tout ça, en général, ce sont des personnes qui ont des failles narcissistes. Ouais. Et donc, on voit aussi que dans notre société, c'est une société narcissiste. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, je m'aime et je peux me tolérer. Je n'ai que des droits, je n'ai pas de devoirs. Et donc, c'est ça ce qui fait. Donc, moi, je peux prendre beaucoup de femmes.
Mais on est dans la consommation, comme disait Zina. On est dans une société où on veut posséder et avoir. Oui. Et donc, la femme devient alors à ce moment-là peut-être un objet, ou l'homme, si c'est une femme qui prend plusieurs hommes. Oui. Mais du coup, la relation est instrumentalisée et les personnes deviennent des objets à avoir, comme on peut avoir une belle voiture. On peut avoir plusieurs femmes et on peut avoir plusieurs objets. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans les consultations et où en effet, il y a pas mal de dégâts sur ça. Moi, je dis toujours... le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à aimer une personne, à s'investir et à construire des choses aussi avec cette personne sur du long terme. Et je rigolais, je taquinais un peu mes parents là, la dernière fois. Je leur disais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et tout. Ils battent mon record, parce que voilà, moi, à ce niveau-là, je suis pas gâtée. Donc, du coup, j'étais un peu en questionnement. Je dis, ça fait quand même longtemps que vous êtes à deux, vous vous aimez. Enfin, ils s'aiment très fort et ils nous le montrent souvent. Enfin, ils nous l'ont toujours montré d'ailleurs. Et je leur disais, mais finalement, je parlais avec mon père et je lui disais, mais finalement, une relation sur du court terme, tu t'ennuies pas après un certain temps, etc. Mais il me disait, mais Virginie, t'as rien compris. T'as rien compris. Il me dit, le challenge, c'est pas ça. Il me disait, ce qu'il y a de beau dans l'amour, c'est d'avoir construit ensemble des choses, d'avoir passé des moments difficiles et d'avoir réussi à les surmonter. C'est d'avoir des projets, c'est d'avoir vu ses enfants grandir, c'est d'avoir des petits-enfants. C'est, ce qu'il y a de beau dans l'amour, c'est pas juste ce que tu prends au tout début d'une relation. Ce qu'il y a de beau, c'est de pouvoir regarder aussi en arrière et même de continuer à regarder en avant avec tout le parcours qu'il y a eu derrière. Et il m'a dit, aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens n'arrivent plus à construire ça. Et aujourd'hui, c'est dur de rester en couple sur du long terme, de patienter quand c'est difficile. Aujourd'hui, on casse très très vite, en fait. Finalement, on n'essaye pas d'arranger les choses et de demander de l'aide à des psychologues, des sexologues, des thérapeutes, des médiateurs. On va aller très très vite vers le divorce. Quand moi, j'ai des gens qui vont venir chez moi, qui vont divorcer parce qu'il veut pas mettre mon nom sur la maison, quoi. Pour des trucs de fric, pour des trucs d'argent, ou sa mère m'a dit, ou alors il veut pas mettre mon nom sur la maison, ou alors il a acheté ou elle a acheté une maison au bled sans me le dire, elle me partage pas son argent, et on va divorcer pour ce type de choses, voilà, alors que il y a des couples, il y a eu infidélité, drogue ou plein de bêtises qu'il y a pu y avoir dans un et le couple a continué à essayer de rester ensemble malgré tout. Donc c'est vrai que aujourd'hui on se pose la question, comment on fait pour rester ensemble. Je sais pas, Zaya. Oui, justement, quand je vous entends parler de ça, et quand les gens viennent chez nous en médiation, c'est qu'ils veulent protéger cette famille, je peux nommer famille traditionnelle. Ouais. Ça fait de bien et ça fait... ça existe encore. Ça existe des familles qui veulent rester dans... Voilà, protéger leur amour, rester juste avec une seule femme ou un seul homme. Nous, en médiation, on reçoit parfois des maris qui disent, voilà, c'est avec elle que j'ai fait ma vie, j'ai commencé ma vie. Aujourd'hui, je peux pas divorcer ou je peux pas vivre sans ma femme ou sans mon mari. Mais comment faire? Trouvez-nous des solutions pour que, voilà, on va continuer à vivre dans cette harmonie pour tout le temps, quoi, pour de bon, quoi. Mais le couple d'aujourd'hui rencontre quand même beaucoup de challenges parce qu'il y a tellement de tentations. On parle de Facebook, mais si moi je vous montre ce que je reçois comme message à longueur de journée de gens bizarroïdes qui me demandent, voilà, vous êtes mariés, on peut discuter, etc. Et quand tu leur dis, mais je suis mariée, je suis en couple, etc. Ah mais ça me dérange pas, j'ai quand même envie de faire connaissance avec toi. Enfin, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui viennent et qui insistent et qui c'est mettre un cadre dans tout en fait, que ce soit homme ou femme. Vous avez des femmes qui vont coller peut-être des hommes mariés, puis des hommes qui vont coller des femmes mariées, puis et les réseaux sont vraiment la porte ouverte à toutes les possibilités en fait. Si on ne met pas ses limites, j'ai l'impression qu'en fait ce fameux polyamour il a la portée de voilà. tous, Et alors moi j'aime pas le terme polyamour parce que pour moi c'est, peut-être je me trompe, mais c'est pas de l'amour en fait. Quand il y a plein de gens comme ça qui voilà, polyconsommation je dirais. Et puis je voudrais quand même préciser aux auditeurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas non plus, mais vous savez, les MST quoi, il y a des maladies. Et moi j'ai des personnes qui viennent en consultation qui ont été contaminées par des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent devenir très dangereuses aussi et attaquer l'utérus, attaquer les parties intimes, qui peuvent rendre stériles. Et beaucoup de personnes ne sont même pas au courant qu'en ayant un rapport sexuel on peut attraper des maladies. Et que quand on a
beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup de partenaires différents, on peut attraper des maladies. Tout à fait. Il y a aussi le fait de... Parfois, les gens vont commettre une infidélité et dire, voilà, j'ai demandé pardon et la vie continue. En fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Il faut peut-être faire un petit bilan de santé, vérifier que tout va bien et être sincère avec la personne et pas se dire, OK, j'ai trompé et donc je ne dis rien et je ne me rends pas compte des conséquences possibles. Donc, parfois, il y a certaines infidélités qu'on ne doit pas avouer et certains et certaines ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais tout n'est pas bon à dire. Mais il faut savoir que ça a des conséquences. Même si c'était qu'une seule fois, cette fois-là peut être néfaste pour la santé pour votre santé, la santé de votre conjoint. Tout à fait. Donc, il faut de toute façon faire un bilan quand Oui. on fait ce genre. Enfin voilà, quand on décide d'avoir ce type de relation, il faut Tout à faire fait. un bilan sanguin régulièrement. Tout à fait. Et même, c'est vrai qu'il y a parfois des maris qui vont dire, oh oui, mais je l'ai trompée, c'est vrai, mais maintenant elle arrête pas de me surveiller, elle veut tout le temps être derrière moi, etc. Moi, je dis toujours, la confiance, ça se perd en litre et ça se gagne en gouttes, quoi. Ouais, Donc exactement. il faut c'est la patience en fait finalement. Il faut reconstruire quelque chose qui a été rompu. Voilà, qui a été cassé. Ouais. Et est-ce que la patience finalement c'est pas une vertu dans un couple et dans un couple qui essaye de s'aimer? Est-ce que finalement pour pouvoir durer dans le temps, il faut pouvoir patienter, pardonner aussi à l'autre parce que l'autre n'est pas parfait et on doit s'éloigner un peu de ces fameux idéaux, projections comme vous disiez Monsieur Van Nuffel tout à l'heure. Mais nous-mêmes on n'est pas parfaits. C'est aussi quelque chose, je pense, qu'il faut rappeler dans cette société narcissique. C'est important. Et puis la patience, ça dépend si c'est une patience active ou une patience réellement passive, où elle devient toxique pour le couple. C'est-à-dire, il y a des couples où il y a réellement un vrai problème et la personne va attendre en disant voilà sabr comme on dit, donc la patience est une vertu, mais si on reste dans une situation toxique où on cherche pas des solutions et on n'essaie pas de changer la donne, cette patience elle a rien de bon en fait. Donc peut-être aussi redéfinir un peu ce qu'est la patience, je pense que ce serait important. On arrive à la fin de notre émission, donc mes invités, je vous remercie de tout cœur d'être venus parler d'amour et de sexualité aujourd'hui. Est-ce que vous auriez en un mot un petit conseil pour nos auditeurs, Monsieur Van Nuffel? Oui, en amour, en relation, c'est toujours important de se déplacer dans l'autre. Et donc de voir qu'est-ce que je fais, si c'est communication, si c'est n'importe quoi, mais aussi l'acte sexuel. Hein. Il faut voir qu'est-ce qui a l'impact sur l'autre. Et donc ça, c'est très important. Merci. Zaya? Et en parler. Oui, en parler, communiquer. Oui. Zaya? Pour moi, je dis, nous les médiateurs, on ne donne pas conseil. Hein. C'est les parties qui trouvent eux-mêmes, avec l'aide de médiateurs, et trouvent leur chemin. Mais ce que je peux dire à tout le monde, les couples et tout le monde, il faut s'écouter. Comme il dit Carl Rogers, écouter soi-même, c'est donner l'occasion à se connaître et ça serait la chance aussi, ou bien ça serait l'ouverture vers l'autre et l'ouverture pour écouter l'autre. Voilà, je vous dis, s'écouter et parler, communiquer et parlez-en et venez à Espace Santé Famille. Franchement, si vous êtes en difficulté, vous pouvez venir à Espace Santé Famille. C'est bon espace pour déposer tout ce que vos besoins. Vous besoins. Madame Hamzaoui, très brièvement alors, un petit mot pour nos auditeurs. Discuter, vous remettre en question, faire un petit bilan et ne pas avoir peur justement d'affronter des difficultés quelconques. Ok. Chers auditeurs, je vous dis à samedi prochain. Une bonne journée.